Ok, on est parti pour la deuxième partie du cours sur le catabolisme des acides aminés. Bravo d'avoir fait la première partie d'abord. Je sais que c'était long, c'était peut-être un peu dur, mais bravo d'être arrivé jusque-là. Là, donc ce qu'on a vu, c'était comment on éliminait le groupement aminé. Maintenant, on va voir ce dont on vous parle depuis le début du cours à peu près, l'uréogenèse et l'ammoniogénèse. Alors c'est parti pour ce cours. Donc d'abord, le cycle de l'urée, c'est une voie métabolique. Ça va avoir pour but de former de l'urée pour pouvoir éliminer le NH3. Donc l'urée, ça va être une molécule qui va comporter une molécule de NH3, et c'est comme ça, c'est sous forme d'urée qu'on va l'éliminer. Attention, ça va être une subtilité importante, ça va être converti dans le foie au niveau hépatique. Donc on va fabriquer l'urée dans le foie et ça va être excrété par les reins. Le rôle, ça va être d'éviter qu'on ait trop de NH3 qui s'accumule parce qu'on rappelle c'est toxique. Et attention, du coup, on le répète, l'uréogenèse, c'est une voie exclusivement hépatocytaire. Et hépatocyte, ça veut dire qu'il se fait dans les cellules du foie. Ça, c'est super important. L'uréogenèse, c'est dans le foie. Et c'est excrété par les reins. Là, ce qu'on vous dit, c'est que dans l'urée, il y a des atomes d'azote et des atomes de carbone. Les atomes d'azote, on vous l'a dit, ça vient des acides aminés, on va pas se répéter. Et les atomes de carbone, ils viennent des bicarbonates. Alors les bicarbonates, vous l'avez vu en physio, dans l'équilibre acido-basique, mais ils jouent un rôle super important dans l'acidité et la basicité du corps humain. Donc, on va voir dans la suite du cours que l'uréogenèse et l'ammoniogénèse, ça va avoir son importance dans l'équilibre acido-basique. Maintenant, on nous parle de l'uréogenèse. On va se focus là-dessus pour l'instant pour cette partie du cours. Ça va être un cycle. C'est un cycle métabolique. On rappelle, cycle métabolique, la définition d'un cycle, ce sont des voies métaboliques où la molécule initiale se retrouve disponible à la fin. Donc, ça va être un cycle métabolique qui va être composé de deux phases. En tout, il y aura 5 étapes, mais les deux premières étapes, elles vont se passer dans la mitochondrie et les 3 dernières étapes, ça va être dans le cytoplasme. Donc, on va avoir 2 étapes dans la mitochondrie. Hop, la molécule va sortir pour rejoindre le cytoplasme et faire ces 3 dernières étapes. Pour passer de la mitochondrie vers le cytoplasme, il va y avoir besoin de 2 transporteurs, l'échangeur citrulline-ornithine et aspartate glutamate. Et vous avez une info en plus, on vous dit que ça va être en interaction avec le cycle du citrate. Vous vous attardez pas là-dessus, vous allez le voir dans le cours cycle de Krebs qui arrive dans pas longtemps. Donc maintenant qu'on a eu une vue globale sur le cycle de l'urée, on va voir étape par étape comment ça se passe. Donc au début, comment on commence notre cycle? On vous avait dit plutôt que les atomes d'azote, donc ils viennent des acides aminés. Ça, c'est vraiment toute la première partie. Donc euh, on a on a notre NH3 qui est libre ici, et on nous a dit aussi que les atomes de carbone venaient des bicarbonates. Donc on voit là qu'on a un NH3 et un bicarbonate. Le bicarbonate va venir d'une réaction que vous verrez plus tard dans l'année, mais retenez, c'est un bicarbonate, que vous verrez en physio d'ailleurs. Donc on va avoir un bicarbonate, un NH3, ils vont se faire condenser par une enzyme qui s'appelle la carbamylphosphate synthétase. Donc, rien qu'avec le nom de l'enzyme, on peut voir ce que ça fait. Carbamylphosphate synthétase, ça synthétise du carbamylphosphate, tout simplement. Ça va être une réaction qui va demander de l'énergie. Donc, il va y avoir hydrolyse de 2 molécules d'ATP. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Carbamylphosphate synthétase, besoin de 2 ATP. Donc, on vous dit une petite info en plus, c'est que ce CO2-là vient du cycle de Krebs. Vous verrez ça plus tard, mais le cycle de Krebs sera producteur de CO2. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout pour la première étape. Deuxième étape, du coup, on se retrouve avec notre carbamylphosphate. Ça va être une fusion. On va avoir notre carbamylphosphate qui va fusionner avec une ornithine. Ça va nous donner la molécule de citrulline et l'enzyme, ça va être l'ornithine transcarbamylase. Donc ça va être la dernière étape mitochondriale, ça va libérer un phosphate inorganique et c'est tout pour cette étape. Donc là, on a un petit récap de nos 2 étapes mitochondriales. On a notre NH3 qui va fusionner avec un bicarbonate pour devenir du carbamylphosphate. Le carbamylphosphate va fusionner avec une ornithine ici pour devenir une citrulline.
Et là, on va devoir faire en sorte que cette citrulline puisse sortir de la mitochondrie. Comme on a vu que les deux premières étapes étaient mitochondriales et les trois dernières étaient cytoplasmiques, il va falloir faire sortir la citrulline de la mitochondrie et ça va être par l'échangeur ornithylcitrulline. Ce que ça va faire, c'est que la citrulline va pouvoir sortir de la mitochondrie en échange d'une ornithine qui, elle, va pouvoir rentrer dans la mitochondrie. Donc maintenant, on se retrouve avec notre citrulline qui est ici, qui se retrouve dans le cytoplasme. Maintenant, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va encore fusionner, cette fois-ci avec un aspartate, pour donner la molécule d'argininosuccinate. L'enzyme, ça va être l'argininosuccinate synthétase. Donc on synthétise de l'argininosuccinate. Et pour ça, la citrulline va devoir fusionner avec un aspartate. Ça va être une réaction qui va consommer un ATP. Et on va faire un petit aparté sur cette zone-là avec la consommation d'ATP. Donc là, on va faire un petit aparté sur quelque chose que j'avais pas tout de suite compris en P1. Mais donc cet ATP, donc adénosine triphosphate, on va avoir du coup trois phosphates. Elle va se transformer en AMP, donc adénosine monophosphate, et en pyrophosphate inorganique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pyrophosphate inorganique, c'est cette molécule-là, donc qui comporte deux groupements phosphates. Donc au final, si on a notre ATP qui a trois phosphates qui devient un AMP avec un phosphate plus une molécule qui a deux phosphates, là on en a trois et là on en a trois aussi, donc le compte est bon. Et le pyrophosphate inorganique, il va se diviser lui en deux phosphates, donc cette molécule va se diviser en deux fois cette molécule-là, et c'est pour ça qu'on va avoir un PPI qui devient 2 PI, donc un pyrophosphate inorganique devient deux phosphates inorganiques. Voilà, donc ça c'était pour l'aparté sur l'ATP. Mais maintenant, on va avoir une autre question, c'est on avait vu que la citrulline fusionnait avec un aspartate, mais d'où il vient cet aspartate? Donc voilà, cet aspartate, il va venir de l'alanine qui va par transamination via l'alate se transformer en glutamate, puis en aspartate par l'enzyme ASAT. Voilà. Ça, c'était pour la troisième étape, qui est la première étape cytoplasmique. Maintenant, on va se retrouver à la quatrième étape. On va avoir notre argininosuccinate qui va, cette fois-ci, se faire lyser. Donc, on a notre argininosuccinate. L'enzyme, ça va être l'argininosuccinate lyase. Alors, lyase, on le voit dans le cours sur l'introduction à la biochimie métabolique, mais toutes les lyases, ça va être des enzymes qui vont permettre de casser une molécule. Donc, on va avoir notre argininosuccinate qui va se faire diviser en arginine et en fumarate. Le fumarate, ça va être un intermédiaire du cycle de Krebs. Donc ça, vous le verrez dans les autres cours, surtout dans le cours cycle de Krebs. Vous aurez un cours entier là-dessus, mais il va directement partir dans le cycle de Krebs et on le verra plus dans le cycle de l'urée. Donc le fumarate, hop, il part dans le cycle de Krebs, on l'oublie, et on va se retrouver du coup avec de l'arginine. Et c'est pour ça qu'on vous disait au début du cours que il y a un lien direct entre l'uréogenèse et le cycle du citrate. Il est là, ce lien, c'est le fumarate qui va partir dans le cycle de Krebs. C'est tout pour cette réaction, ça va être juste une scission de l'argininosuccinate. Maintenant, dernière étape cytoplasmique, du coup ça va être la synthèse de notre molécule d'urée, donc celle qui nous intéresse. Ce qui va se passer, c'est que donc on a notre arginine ici, on va avoir le groupement guadinidium. C'est compliqué à dire, mais le groupement guadinidium, ça va être ce groupement ici que je montre avec la souris. Donc ce groupement, il va être libéré par une enzyme qu'on appelle l'arginase. Et donc cette arginase, elle va libérer une molécule d'urée et une molécule d'ornithine. Ça va être une hydrolyse, donc on voit ici qu'on utilise une molécule d'eau. Et c'est là où on voit que c'est bien un cycle métabolique, parce que comme on vous l'a dit dans le cours sur l'intro à la biochimie métabolique, ici, on a la définition de cycle métabolique. Donc un cycle métabolique, ça va être une voie métabolique où la molécule initiale se retrouve disponible à la fin. Donc, si on va au début, on a notre
ornithine qui est là. Et à la toute dernière étape, on a encore une ornithine, donc c'est bien un cycle métabolique. Donc voilà, c'était notre dernière étape. On avait une arginine, on l'a hydrolysée pour obtenir notre molécule d'urée qui comporte deux atomes d'azote dont on va vouloir se débarrasser et on a notre molécule d'ornithine. Voilà, c'était la dernière étape. Maintenant, si on fait le bilan du cycle de l'urée, on va avoir un CO2, donc notre CO2, on le retrouve ici. Donc, on va aussi avoir notre NH3, on a tout début à la première étape aussi. Tac, juste ici. On va consommer en tout 3 ATP. On va voir un par un. Donc, on a un ATP ici à l'étape 3. On va consommer, on va avoir 2 ATP ici à l'étape 1. Donc voilà, on a bien le compte. On a nos 3 ATP. On va avoir évidemment notre acide aminé, donc l'aspartate qu'on voyait à cette étape-là. Tac, étape 3, on a notre aspartate ici. Et deux molécules d'eau. Donc, on a une première ici à la dernière étape. On avait dit que c'était une police, donc une molécule d'eau est utilisée. Et aussi à la toute première étape, on voit que pour faire un bicarbonate, c'est un CO2 qui va se lier à une molécule d'eau. Donc elle est là, notre deuxième molécule. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on va utiliser pour faire notre cycle de l'urée. Et comme résultat aussi, qu'on va avoir une molécule d'urée, évidemment, du coup c'est celle-ci. On va libérer 2 ATP. Donc ça, c'est la première étape. 2 ATP qui donnent 2 ADP. On va avoir deux phosphates inorganiques. Donc on va avoir notre premier phosphate inorganique ici pour la réaction 1 et notre deuxième à la réaction 2 ici. On va aussi libérer un AMP, donc adénosine monophosphate, pour l'étape 3, on le voit ici. Aussi un pyrophosphate inorganique qui va se transformer en deux phosphates inorganiques. Ici, c'est à la même étape. Et un fumarate, comme on l'a dit, qui va partir dans le cycle de Krebs. Et voilà pour le bilan du cycle de l'urée. Maintenant, on met un gros schéma récap. Alors, on va le faire, on va prendre notre temps. Ceux qui ont bien compris, si vous voulez, vous pouvez skip cette partie, mais on va attaquer le schéma récap. Donc, pour le schéma récap, on commence à ce niveau-là ici avec notre NH3 dont on veut se débarrasser. On avait dit, première étape, hop, le NH3, il va se condenser avec un bicarbonate pour faire notre carbamylphosphate. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, notre carbamylphosphate va fusionner avec une ornithine pour, hop, faire de la citrulline. On avait dit que les deux premières étapes, c'était des étapes qui sont mitochondriales. Donc là, on est encore dans la mitochondrie. On voit en dessous du trait gris, on est dans la mitochondrie. Notre citrulline, du coup, elle va sortir de la mitochondrie par, tout à l'heure, l'échangeur ornithine citrulline. Juste ici. Juste ici, là. Ensuite, troisième étape, elle va fusionner avec l'aspartate pour donner de l'argininosuccinate. On avait vu que c'était une étape qui consommait de l'ATP. L'argéninosuccinate, lui, il va se faire casser pour devenir de l'arginine et du fumarate. On avait dit que le fumarate, hop, il allait directement dans le cycle de Krebs, c'est ce qu'on voit ici, en devenant du malate. Et l'arginine va se faire hydrolyser, ça va être la dernière étape du cycle de l'urée. Ça va devenir de l'urée, justement, et de l'ornithine. Du coup, on voit que au début, on a de l'ornithine, on finit avec de l'ornithine, on est bien sur un cycle. Voilà pour le cycle de l'urée. De ce côté-là, on a le cycle de Krebs, donc ça va être un cours qui va sortir dans quelques temps, donc on va pas plus détailler là-dessus. Juste, vous voyez que on a de l'alpha-cétoglutarate dans le cycle de Krebs, qui va pouvoir par transamination donner de l'aspartate, et c'est comme ça qu'on peut donner de l'aspartate à notre cycle de l'urée. Ce cycle, il va utiliser trois transporteurs. D'abord le premier, donc citrulline ornithine, celui dont on parlait à l'instant. Ensuite, il va y avoir la navette malate-aspartate. Et dans la navette malate-aspartate, qu'on avait vu dans la première partie du cours, on va avoir du coup l'échangeur malate-aspartate et l'échangeur aspartate-glutamate. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à re-regarder la première partie du cours. On parle de la navette malate-aspartate, dont on parle aussi dans le cours d'euglucogénèse. Au final, du coup, on va avoir un équilibre entre ces échangeurs. C'est ça qui va réguler un peu le cycle de l'urée. Et on est bon pour cette partie cycle de l'urée. Voilà.
Donc, maintenant, on va continuer dans notre catabolisme des acides aminés. On a vu en début du cours comment on se débarrasser du COOH, donc par décarboxylation, et du NH3 euh, par transamination puis par désamination. Mais maintenant, il va nous rester un squelette carboné. Donc, on va avoir une chaîne de carbone et selon les acides aminés, ils vont pouvoir faire différentes choses. On l'avait dit au début du cours, on va avoir des acides aminés qui vont être glucoformateurs, cétoformateurs ou alors mixtes s'ils sont les deux à la fois. Et on va préciser pourquoi certains vont être plutôt glucoformateurs et plutôt cétoformateurs. Donc, si un acide aminé permet la formation de pyruvate, il va être plutôt glucoformateur. Pourquoi? On rappelle que dans le cours néoglucogénèse, on peut faire du glucose à partir de deux molécules de pyruvate. Donc, un acide aminé qui peut faire du pyruvate va être glucoformateur. Mais aussi, c'est pas la seule condition. Si il peut donner un intermédiaire du cycle du citrate, donc du cycle de Krebs, il va pouvoir aussi être glucoformateur parce que si on détaille ici, donc là vous avez tous les acides aminés, comment est-ce qu'ils peuvent intégrer le cycle de Krebs. Si un acide aminé peut être un intermédiaire du cycle de Krebs, il va pouvoir à un moment donné devenir de l'oxaloacétate, et l'oxaloacétate, vous l'avez dans le cours néoglucogénèse, lui, ce sera un intermédiaire de la néoglucogénèse. Donc, tiens, pour les glucoformateurs, s'ils permettent de faire directement du pyruvate ou un intermédiaire, n'importe lequel, du cycle du citrate, alors ce sera un acide aminé glucoformateur. Maintenant, si un acide aminé veut être cétoformateur, alors il va devoir devenir soit de l'acétyl-CoA, soit de l'acéto-acétyl-CoA. Parce que ces deux molécules, ça va être des précurseurs de la cétogénèse, qui va être un cours que vous aurez plus tard. Et si un acide aminé peut faire les deux, alors il sera mixte. Ici, vous avez un tableau de tous les acides aminés, de comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer dans le cycle de Krebs. Franchement, c'est pas un truc que j'avais appris vraiment par cœur, mais c'est bien quand même de s'en imprégner. Et ici, vous avez vraiment dans le détail, c'est un schéma assez lourd, assez compliqué que vous reverrez tout seul de votre côté, mais ça va être comment du coup chaque acide aminé va pouvoir rentrer dans le cycle de Krebs si il est glucoformateur et comment est-ce qu'il va pouvoir devenir un acétyl-CoA ou un acétoacétyl-CoA s'il est cétoformateur. Donc je vais pas prendre plus de temps là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on a un fort afflux d'acides aminés qui va rentrer dans le cycle de Krebs et qu'on est à jeun surtout. Ce qui va se passer, c'est que on est à jeun, du coup, on va vouloir faire de la néoglucogénèse parce que on est à jeun, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, on veut rétablir notre glycémie, donc on va vouloir faire de la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, ça va nous permettre soit d'un côté à rétablir notre glycémie en faisant des molécules de glucose, soit à faire de l'énergie en utilisant le glucose pour justement faire la glycolyse et se faire de l'énergie. Sauf qu'on a un problème, c'est que la néoglucogénèse, au bout d'un moment, elle va plus pouvoir fonctionner toute seule. C'est pour ça qu'on va avoir la voie du coup de la cétogénèse. Voilà, ça va être une phrase assez importante à savoir parce que c'est une des seules phrases dans tous les cours de bioche où on nous dit à quoi sert la cétogénèse alors qu'on a un cours dessus entier. Mais en gros, quand on fait beaucoup de néoglucogénèse, au bout d'un moment, il va y avoir un afflux de molécules, on va pas pouvoir faire plus de néoglucogénèse. Donc, il va falloir un peu séparer les rôles. Donc, on va continuer la néoglucogénèse et pour soulager la voie de la néoglucogénèse, ça va être une voie alternative qui va être la cétogénèse, qui va permettre la formation de corps cétoniques qui, elle, va permettre de faire de l'énergie. Comme ça, on va pouvoir garder notre néoglucogénèse pour pouvoir faire du glucose pour garder notre glycémie et on va pouvoir faire de la cétogénèse pour faire de l'énergie. Ça, c'est ce qui arrive en cas de jeûne prolongé. Et enfin, dernière info avant de passer à la dernière partie du cours, mais l'acétyl-CoA, il peut inhiber sa propre synthèse. Alors, comment on synthétise de l'acétyl-CoA? Ça, vous allez avoir un cours dessus. Mais à la fin de la glycolyse, on est d'accord, on va avoir une molécule de pyruvate. Cette molécule de pyruvate, elle va pouvoir devenir de l'acétyl-CoA
par la PDH, par la pyruvate déshydrogénase. Et l'acétyl-CoA, ce qu'il peut faire, c'est inhiber cette pyruvate déshydrogénase pour inhiber du coup sa propre synthèse. Et ça va avoir une conséquence, c'est que certains acides aminés, comme par exemple l'alanine, vont être uniquement glucoformateurs et non cétoformateurs, parce que si c'est PDH, alors on va pas avoir de synthèse d'acétyl-CoA, pas de synthèse d'acétoacétyl-CoA, donc ce sera pas, donc il y aura pas de cétogénèse, et on va aller préférentiellement vers la néoglucogénèse. Voilà, c'était une partie assez compliquée. Je pense que c'était la partie la plus difficile du cours. Et on va arriver sur la dernière partie du cours qui est, je pense, une des plus intéressantes. Donc voilà, je pense qu'après cette partie, vous pouvez prendre une pause et on se retrouve juste après la dernière partie du cours et on sera bon pour le catabolisme des acides aminés. Donc, maintenant, on va parler du métabolisme azoté dans le foie. Donc, il faut savoir que dans le foie, on a deux types d'hépatocytes. Donc, les hépatocytes, ce sont les cellules du foie. On va avoir, en grande majorité, 93%, ça va être des hépatocytes périportaux. Ils vont faire à peu près tout. Ils vont faire la néoglucogénèse, l'oxydation des acides gras, la cétogénèse, l'uréogénèse. Et 7% des hépatocytes, ça va être des hépatocytes périveineux. Et ce sont ces hépatocytes-là qui vont faire la glutaminogénèse, qui va être une voie qui va nous intéresser tout à l'heure. On va avoir deux situations. C'est là, on vous avait dit au début du cours que la glutaminogénèse, ça avait un impact dans l'état acido-basique du corps, et c'est là où ça va nous intéresser. En situation normale, donc pas acide, on va avoir, par exemple, peut avoir, pardon, un flux azoté postprandial. Donc un flux azoté postprandial, on vient de manger. Dans ce qu'on a mangé, on va avoir plein d'acides aminés, on va avoir plein d'atomes d'azote. Et donc, comme on vous l'a dit dans la première partie du cours, ce flux azoté, il va être transporté dans le sang sous forme de glutamine. Dans le foie, la glutamine, elle va être transformée en glutamate. Ça, c'est vraiment la première partie du cours. C'est pour ça que je vous ai dit que elle était importante, parce que vraiment, on va se servir de toutes les connaissances qu'on a acquises au début pour les mettre dans cette partie. Donc, on a un flux azoté postprandial qui va nous apporter plein d'atomes d'azote sous forme de glutamine qui va, hop, être transformé en glutamate dans le foie, mais aussi un flux azoté interprandial. Donc, interprandial, ça veut dire qu'on est entre les repas, qui va venir des muscles. On vous avait dit que quand ça venait des muscles, c'était pas sous forme de glutamine, mais sous forme d'alanine. Donc, ça vient sous forme d'alanine dans le foie et ce sera encore transformé en glutamate. Maintenant, une fois qu'on a notre glutamine qui arrive dans le foie et qui va se faire transformer en glutamate, je vais faire juste un petit aparté là-dessus, mais la glutamine, ça s'écrit GLN et le glutamate, c'est GLU. Voilà, parce que moi, quand j'étais en P1, j'avais pas tout de suite compris, donc je mélangeais un peu les deux. Donc là, on a notre glutamine qui arrive dans nos hépatocytes périportaux qui vont devenir du glutamate et qui vont faire le cycle de l'urée. Donc là, on a vraiment un mini schéma récap de notre cycle de l'urée. Donc on a notre glutamate, hop, qui va libérer du NH3 via la glutamate déshydrogénase, qui est vraiment la réaction qu'on avait vue au tout début du cours. Donc voilà, vous avez la glutamate déshydrogénase qui va libérer un NH3. Donc on va avoir le NH3 qui va fusionner avec un bicarbonate, puis qui va rentrer dans le cycle de l'urée. C'est vraiment ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et on va avoir de l'urée qui va directement aller dans le rein, puis être excrétée. Ça, c'est en situation normale. Mais vous avez une autre voie qui va être cette fois-ci dans les hépatocytes périveineux. Donc, pour les hépatocytes périportaux, c'est l'uréogénèse, c'est ce qu'on a vu. Et pour les périveineux, ça va être la glutaminogénèse. Donc, on va avoir notre glutamate qui va se transformer en glutamine via la glutamine synthétase. Ça va consommer un d'ATP, mais ça va pas être une voie qui va nous intéresser en situation normale, parce que ou même surtout en situation postprandiale, parce que comme on vous l'a dit, on a un flux azoté qui est sous forme de glutamine. Ici, on a un flux important de glutamine, donc on va pas avoir envie de faire plus de glutamine. C'est pour ça qu'on va utiliser préférentiellement l'uréogénèse, parce qu'on veut pas plus de glutamine. Donc on retient, phrase super importante, dans les hépatocytes périportaux, en situation normale, on fait l'uréogénèse. S'il y a qu'une seule chose à retenir, c'est situation normale, uréogénèse, hépatocytes périportaux. Voilà, ça c'est pour la situation normale. Maintenant,
Si on est en situation d'acidose, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une forte cétogénèse, on va avoir beaucoup d'acide lactique, et on a un inconvénient de l'uréogenèse dans les hépatocytes périportaux, c'est que l'uréogenèse va consommer des bicarbonates. Et ça, vous l'avez vu en cours de physio, mais les bicarbonates, ça va être très basique. Et si on est en acidose, on a tout sauf envie de se débarrasser de quelque chose qui est basique. Donc, on va éviter de faire de l'uréogenèse pour préserver notre pool de bicarbonate. C'est là où nos hépatocytes périveineux, ils vont rentrer en jeu. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus intéressant de faire de la glutaminogénèse. Donc, on va avoir la glutaminogénèse qui va prendre le relais. On va synthétiser de la glutamine qui vont directement aller dans les reins. Et c'est pour ça que, en situation d'acidose, on va vraiment faire préférentiellement de la glutaminogénèse plutôt que de l'uréogenèse. Et la phrase super importante à comprendre, c'est que c'est pour préserver le pool de bicarbonate. Donc voilà, on est bon pour cette partie acide, base, glutaminogénèse, uréogenèse. Et maintenant, on a fait de la glutamine, on a de la glutamine dans le rein. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'éliminer? Ça va être tout simplement par ammoniogénèse. Ça va être la dernière partie de notre cours. Mais voilà, on vient de faire de la glutamine, on est dans le rein, et on va vouloir se débarrasser. Encore là, on vous rappelle que depuis le début du cours, l'objectif depuis le début, c'est vraiment d'éliminer DNH3. Donc on va voir comment depuis la glutamine, on va pouvoir éliminer DNH3 dans le rein. Ce qui va se passer, c'est que la glutamine, elle va se transformer en glutamate par la glutaminase. Donc, on avait vu que le glutamate, c'était un acide aminé qui avait un seul azote. La glutamine, c'est un acide aminé qui a deux azotes. Du coup, si on transforme notre glutamine en glutamate, ça va libérer un azote. Et c'est ce qu'on voit ici. Notre glutamine devient un glutamate et ça libère un NH3. Maintenant, on va faire notre réaction qui est catalysée par la glutamate déshydrogénase. On va faire cette réaction-là. Donc, le glutamate va devenir un alpha-cétoglutarate en libérant son deuxième NH3 et en réduisant un NAD+. Là, on retrouve vraiment toutes les caractéristiques qu'on avait vues dans la réaction. On voit le glutamate qui devient un alpha-cétoglutarate, un NAD+, qui est réduit et une libération surtout de NH3. L'alpha-cétoglutarate, lui, il va pouvoir soit faire la néoglucogénèse, soit le cycle de Krebs. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos deux NH3 qui sont là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire, du coup, on rappelle que ça s'appelle l'ammoniogénèse. L'ammoniogénèse, donc on va générer de l'ammonium. Attention, pas de l'ammoniac, on va générer de l'ammonium. On va utiliser ces deux molécules de NH3, on va les fusionner avec deux protons et ça va nous donner deux molécules d'ammonium, deux ions ammonium. Si on fait le compte des atomes, donc on a ici deux atomes d'azote qu'on retrouve ici, deux atomes d'azote, on est bon. On a 2 fois 3, 6 atomes d'hydrogène, plus 2 ici, ça fait 8 atomes d'hydrogène. Et ici, on a 2 fois 4, 8 atomes d'hydrogène, on est bon, le compte est bon. On peut éliminer du coup 2 NH4. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir éliminer. C'est la dernière solution pour éliminer nos atomes d'azote. Ça va être l'ammoniogénèse, du coup, qui va être couplée au final à la glutaminogénèse. On voit ici que la glutaminogénèse, hop, la glutamine va partir dans le rein. Une fois qu'elle arrive dans le rein, hop, ammoniogénèse. Donc on voit ici l'ammoniogénèse va s'associer à la glutaminogénèse. Et au final, et ça va être la fin de notre cours, on va avoir un équilibre entre l'activité du foie qui va permettre via l'uréogenèse d'éliminer des bicarbonates et ça va contribuer à l'acidification du milieu et l'activité rénale du coup qui va être couplée à la glutaminogénèse dans les hépatocytes périveineux et qui va être une voie qui va être plutôt alcalinisante et qu'on va utiliser du coup préférentiellement en situation d'acidose. Et maintenant, pour conclure, ça va vraiment être deux phrases qui vont contenir l'essentiel du cours. Si vous retenez ça, c'est vraiment
c'est vraiment la base, à savoir, on a une voie acidifiante qui va être la voie en situation normale, qui va se passer dans les hépatocytes périportaux, ça va être l'uréogenèse, et on va avoir une voie alcalinisante qui va permettre de préserver les bicarbonates, qui va se passer dans les hépatocytes périveineux, et qui va mêler la glutaminogénèse avec l'ammoniogénèse. Vous avez un petit schéma récap là-dessus, hop, et on a des QCM. Donc voilà, vous avez les QCM de la prof, la correction juste après. Je vous laisse les faire de votre côté. En attendant, j'ai un appel à faire, c'est que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la première fois, le micro n'a pas marché. J'ai fait une heure de vidéo vraiment dans le vide. J'espère que j'ai bien expliqué pour la deuxième fois. Je suis allé un peu plus vite. Mais en attendant, vraiment, si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimez travailler là-dessus, surtout, vous me le dites. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi, via ce que vous voulez, Messenger, Discord, le forum, partout. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bon courage, surtout pour bon courage pour ce semestre, bon courage pour cette année. N'oubliez pas que il y a très peu de personnes qui feraient ce que vous êtes en train de faire. Donc soyez fiers de vous. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.